Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis avec mon ami Julien Charpentier. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bonjour Julien. Et on va parler de The Last Seduction. Alors, de John Dahl. On n'avait pas forcément prévu d'en reparler aussi vite, parce qu'on avait fait un épisode avec Arnaud il y a quelques mois déjà sur Red Rock West, qui est un autre film de John Dahl. Mais il se trouve en fait que le film sort en Blu-ray chez Elephant Film. Enfin, il est sorti en Blu-ray depuis le 15 septembre. Une édition assez complète, assez intéressante. Et du coup, on s'est dit, comme en plus Julien, c'est un de tes films préférés, on s'est dit, bah écoute. Je sais pas si j'irais jusqu'à dire que c'est un de mes films préférés, mais en tout cas, c'est un film que ton j'adore. John Dahl préféré. C'est mon John Dahl préféré, ça, voilà. c'est absolument vrai. Mais j'aime beaucoup John Dahl. Voilà, comme je savais que tu aimais beaucoup le film, on en a parlé, on s'est dit, allons-y, faisons un épisode sur ça, quoi. Alors, exégèse des gros bras pas trop. Moyen. Elle a vraiment des bras très très fins. Voilà, exégèse des barésilles. Par contre, des bas en tout cas. Ouais, des bas, voilà. Puisque en fait le personnage principal c'est Linda Fiorentino, c'est une. Enfin, je vais te laisser pitcher le film parce que c'est quand même un film assez intéressant et considéré comme un film noir par beaucoup, hein, même quelque part le renouveau du film noir dans les années 90, un peu tombé dans l'oubli aujourd'hui. Et pourtant John Dahl lui-même n'a pas l'impression en fait d'avoir vraiment fait un film noir à ce moment-là. Alors, pitcher ce film-là, c'est pas si facile que ça parce que autant la plupart des temps on spoil comme on spoil comme des cochons. Là, ce serait peut-être bien qu'on spoil pas trop vu que justement surtout qu'en plus Alain Mercier à la technique, t'as pas vu le film. Ah, disons bonjour Alain Mercier à la technique. Pour une fois, on ne dit pas au revoir, on dit bonjour. Et en fait, le pitch. Alors, c'est l'histoire de Bridget Gregory, qui est une femme compliquée. Pas très sympa, qui un jour incite son mari à faire un deal de drogue. Le mari fait le deal de drogue et elle décide dans le fond que le pognon, elle va le garder pour elle. Elle se barre avec le pognon. Lui, il va essayer de la retrouver et elle va essayer de se planquer à Ploughtown, alors que c'est une New-Yorkaise. À Ploughville. À Ploughville, alors que c'est une New-Yorkaise pur jus. Et donc, en fait, elle aime pas vraiment les non-citadins, c'est vraiment une citadine. Elle, les paysans, ça l'intéresse pas. Et ça va être l'histoire des paysans. Hein. Ah non, mais pour elle, ce sont des paysans. Ouais. Et elle va arriver dans cette petite ville et elle va faire son trou dans cette petite ville et elle va manipuler quelqu'un à un dessin qu'on va peut-être pas vous dire parce que ce serait vous gâcher un des passages du film. Alors, ce qui est intéressant, moi, je trouve, en fait, c'est que c'est un film qui, je pense, a été écrit comme un film noir, mais avec une approche plus commune à la base. C'est-à-dire que souvent, les personnages de films noirs, les personnages de femmes fatales, hein, parce qu'elle répond clairement à ce type de personnage-là, n'ont pas en fait un ancrage entre guillemets dans la réalité. C'est presque des apparitions mythologiques. En fait, sont aussi mythologiques que les détectives privés dans les films noirs. Sauf que elle, c'est presque femme fatale begins en fait quelque part avec ce film, parce qu'on ne connaît rien de son passé par rapport à ça, mais rien n'implique que c'est quelque chose qu'elle a l'habitude de faire. C'est-à-dire que l'idée initiale, et elle le dit d'ailleurs dans le film, elle le répète, c'est quand lui dit tu m'as trahi, quand son mari qui est interprété par Bill Pullman lui dit tu m'as trahi, elle dit tu m'as frappé. Tu m'as giflé. Tu m'as giflé. Ce qu'on voit en fait, si tu veux, dans le film, et ce qu'on pourrait effectivement prendre pour argent comptant dans le cadre du récit, puisque elle pourrait jusque-là, on pourrait considérer que c'est peut-être aussi une femme battue ou une femme, tu vois, maltraitée par son mari et qui a décidé de se dire bon bah tiens je vais t'enfiler quoi, tu vois. Ceci étant dit, elle est quand même inscrite, enfin la façon dont elle est écrite, elle est quand même écrite comme un personnage de femme fatale. Hein. Elle est vraiment, vraiment écrite comme un personnage de femme fatale. Et puis il y a d'ailleurs, la première scène, la scène qu'elle introduit dans le film, c'est une scène de télétravail. En fait, c'est une patronne de floor de télétravail. C'est pour ça que je dis que, tu vois, c'est pas, pour le coup, on présente pas une femme fatale comme ça. Tu vois, non. C'est vrai que pour le coup, ça fait vraiment. Vous et moi, quoi. Ouais, c'est un peu nous tous. Par contre, elle est vraiment présentée comme une arriviste. Elle est vraiment présentée comme quelqu'un d'un cynisme terrible. En fait, elle est presque plus présentée comme le détective que comme la femme fatale. Et il joue sur cet archétype-là. Mais effectivement, ce film a été très longtemps présenté comme un film noir, ce qu'il est profondément. Mais il y a un autre truc sur lequel il n'a pas été présenté, et pourtant, moi, je trouve que c'est vraiment le cas. C'est que ce n'est pas une parodie, mais c'est une comédie. Moi, c'est un film dans lequel je ris. Exactement franchement. Ce que dit John Dahl. Alors moi, pas trop, étrangement. Alors j'apprécie l'aspect ironique en fait que le film peut avoir et le côté assez, voilà. Mais je trouve que l'aspect vénéneux du film ressort beaucoup plus. C'est-à-dire que oui, il y a des scènes comiques, on va y revenir, voilà. Mais il y a un aspect vénéneux et surtout il y a encore une fois,
on va essayer de pas spoiler, on va dire, mais voilà. Mais il y a encore une fois en fait des éléments qui comment dire, aujourd'hui ça passerait pas, je pense, en fait, dans un film. Je pense que les gens se poseraient la question à 2 fois, en fait. T'as notamment un truc qui est lié au passé du personnage de, comment il s'appelle, Ok, oui. Du personnage joué par Peter Berg. Voilà, qui étonnamment, moi je le trouve, moi j'aime pas beaucoup Peter Berg, mais là en fait je le trouve extrêmement bien utilisé parce qu'il joue un bonnet, quoi. Donc, ça en dit long sur ce que je pense de Peter Berg dans l'absolu, mais voilà. Déjà t'es méchant. Ouais, je sais, non mais c'est. Et ensuite, je suis Brigitte Grégory. Je suis la Brigitte Grégory. T'es un peu la Brigitte Grégory de Stéroïde, quoi. Et je trouve que Peter Berg, au contraire, donc est devenu réalisateur par la suite, puisque il a fait Du sang et des larmes, il a fait Track à Boston, il a fait I rest my case. Donc il a fait des films que Stéphane n'aime pas, mais que moi j'aime bien. Voilà, on va le dire comme ça. Et il sert un rôle qui est effectivement vraiment un rôle qui est il passe pour un crétin, quoi. Mais vraiment. Mais c'en est un. Hein. Voilà, mais c'est voilà, le personnage est un imbécile, le personnage est un idéaliste, le personnage est un type profondément gentil. C'est pas tant qu'il est si bonnet que ça, même si, bon, ce passé dont tu parles, il y a un moment, tu fais, mais comment il s'est démerdé ça encore, c'est pas le truc le plus gros, moi, je trouve. Je pense qu'il est plutôt, en fait, c'est un type profondément humain, profondément gentil, qui a des rêves, des rêves petits. Et en fait, il se fait mais annihiler par cette femme qui est tellement plus grande que lui. Tu parlais de figure mythologique en parlant de la femme fatale. Pour moi, elle est figure mythologique parce que au-delà du fait qu'elle bouffe absolument toutes les scènes dans lesquelles elle est, c'est un personnage tellement plus grand que la vie, quoi. C'est-à-dire que quand elle rigole vraiment. Quand elle est vache, elle est vraiment vache. Quand elle couche, elle baise. Enfin, c'est un personnage qui est ultra fort, mais vraiment. Et en fait, alors, on va peut-être revenir à la genèse un petit peu du projet. Ouais. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que donc, en fait, on en avait un petit peu parlé avec Arnaud dans le podcast sur Red Rock West. C'est un téléfilm. Oui. Et en fait, c'est un téléfilm qui a eu une telle résonance déjà pour la carrière de Lina Fiorentino, puisqu'en fait, c'est devenu, en tout cas, le temps de quelques films, une vedette. C'est-à-dire qu'elle est quand même dans Men in Black derrière, et je pense que la qualité de sa performance et la façon dont le film a été perçu a grandement aidé. La séduction, en fait, à en faire d'une vedette. C'est vrai que je vais redire un truc que vous avez dit dans le podcast, mais c'est bien de le redire. Déjà, écoutez celui de Red Rock West, vous apprendrez plein de trucs. Et ensuite, tout le monde voulait la nommer pour un Oscar, sauf qu'en fait, étant donné que c'est un téléfilm, c'était pas possible. Mais sa performance est... elle est délirante. Et c'est un film qui est sorti chez nous, par contre, en salle. Moi, je l'avais vu en salle à l'époque. Pareil. Et voilà. Et en fait, il faut savoir que c'était censé être un téléfilm presque de la semaine, un sexploitation, en fait, dans l'esprit des producteurs, qui, je pense, voulaient surfer sur la vague des Basic Instinct, des trucs comme ça, parce qu'il y avait une grosse vague de sex thriller, en fait, au début des années 90. Et il y avait ça, il y avait Body avec Madonna, enfin, voilà. Et c'est vrai que ITC, qui a été une compagnie anglo-américaine, pas très connue, qui a fait quelques petits films, où globalement on voulait faire un film gentiment érotique, quoi. Et il y a une scène qui n'est pas dans le film, elle a été coupée, où en fait ils font un jeu sexuel où elle prétend être une cheerleader et elle se déshabille, et quand elle se déshabille, en fait elle porte des bretelles qui cachent ses tétons. Et le producteur, quand il a vu cette scène, il s'est mis à hurler en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? On avait dit qu'on faisait un film de nichon. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous allez quand même pas être en faire un film artistique !» Et le scénariste en disait en fait, il fallait qu'on joue là-dessus parce que nous, on voulait faire un artistique en prétendant qu'on faisait un film de Ils ont utilisé le budget, en fait, en gros, pour faire leur film, quoi. Tout petit budget, on est sur $2,5 millions. Ouais. Et bon, après, la forme se voit un petit peu, j'ai envie de dire, et surtout, le problème, surtout par rapport à ça, c'est que, en toute honnêteté, alors, moi, je remercie les Fanfilms qui m'ont envoyé le Blu-ray à l'occasion, et du coup, en fait, j'avais un peu peur de la copie, et effectivement, malheureusement, la copie est un petit peu, comment dire... La copie est moyenne, voilà. Mais quand on dit moyenne, c'est moyenne moins. Maintenant, je suis tellement content que ce film revienne. C'est ça. Tellement content qu'en fait, il y ait des gens... Alors, je sais que maintenant, le Blu-ray, c'est pas vraiment le truc le plus vendu du monde, mais le simple fait que ce film soit de nouveau disponible, parce qu'il était gentiment en train de disparaître, moi, ça me rend super heureux, parce que c'est un film que j'ai envie de faire découvrir. C'est ce genre de film que tu as envie de prêter en disant « Regarde ça ». Même si t'aimes pas, t'as jamais vu ça.
Ouais, et puis en plus, le truc, c'est que, en fait, disons que maintenant, c'est plus l'apanage. Alors, c'est de la télé, ce film, c'est de la télé, mais c'est plus l'apanage des séries télé aussi maintenant, en fait, de traiter ce genre de trucs un peu matures, un peu vénéneux. Et en général, avec des twists à qui me mieux, quoi. Mais ce fait, justement, le problème, c'est que là, en fait, ce film propose ça, mais avec une écriture, en fait, qui est cohérente. Alors que souvent, maintenant, aujourd'hui, dans la plupart des trucs, c'est le twist prévaut sur sa vraie capacité narrative, parce que justement on a épuisé un petit peu la sophistication du spectateur, tu vois. Et du coup, en fait, pour les surprendre, on en vient à... Oui, c'est beaucoup plus difficile, souvent, donc on fait parfois des trucs un peu incohérents. Voilà. Là où... Merci de résumer ma pensée. Là où la Seduction a un principe qui est beaucoup plus rare que ce qu'on pense, je trouve. Le mot principe est peut-être pas le bon, mais en tout cas, il a une résonance que j'aime beaucoup, c'est que quand je suis rentré dans la salle la première fois, et donc que j'ai découvert ce film, je n'avais pas la moindre idée d'où ça allait m'emmener. Jamais. À chaque fois que je me suis dit, ok, ça va aller par là, ça allait ailleurs. À chaque fois que je me suis dit, ah ouais, c'est un film noir, tout d'un coup, il me faisait éclater des rires. À chaque fois que je me dis, ah bon, bah, c'est une comédie, il revenait sur les rires du film noir. Je peux pas vraiment en dire plus parce que je serais obligé de spoiler un peu le scénario, mais c'est un scénario qui est vraiment étonnant, qui va dans plein de directions et qui présente des personnages. Et on a parlé de Linda Fiorentino, ici on n'a pas dit qu'elle était merveilleuse 12 fois, bah, disons-le une 13e, de Peter Berg qui est magnifique, mais on n'a pas parlé de Bill Pullman, qui a un tout petit rôle et il est génial dans ce rôle-là. C'est une grande exagération quand même. Ah non, mais moi, à chaque fois qu'il est à l'écran, j'ai l'impression qu'il a parfaitement compris le film que John Dahl voulait faire, à savoir une comédie film noir, ce qui est un mélange assez étonnant, et lui, il est en mode comédie. Et donc, toutes ces scènes, il montre... c'est un personnage petit, c'est un personnage minable, et il le rend drôle. La scène d'intro du film, en fait, c'est un échange... Après l'intro de Bridget, t'as une scène où lui... D'ailleurs, c'est peut-être en parallèle, où il fait un deal de drogue. Oui, c'est en parallèle, ouais. Et le deal de drogue, en fait, parce que c'est pas un dealer, hein, c'est un one-shot pour lui, en fait, il le fait pour la première fois. C'est un one-shot, et donc il tend de la cocaïne médicale à des dealers de drogue, et au moment où il veut prendre le fric, les dealers de drogue retiennent la valise, sortent le flingue, et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait « Ah ouais, mais je le savais », il met la main sur les trucs, et puis il se fout au sol, il fait « Mais je le savais, je suis trop con, je vais mourir ». Et en fait, la réponse, c'est non, en fait, les mecs, ils voulaient juste pas lui filer sa valise, donc ils vident la valise, donc ils foutent le pognon par terre, et ils s'en vont tranquillement. Et comme il n'a pas l'habitude, il avait rien ramené pour le récupérer derrière. Voilà. Et ça, tu vois, c'est une scène qui est, pour moi, honnêtement drôle. Oui, mais après, alors, il y a aussi un point qui est intéressant, c'est que je pense justement que les points d'humour, on va dire, si tu veux, de caractérisation de personnages, servent justement à la caractérisation de personnages. C'est-à-dire que tu présentais en fait le personnage de Bridget comme Grégory comme une citadine pure et dure, c'est-à-dire qui méprise, on va dire, les provinciaux. Qu'elle croise, avec des scènes notamment assez marrantes où tout le monde dans la rue dit bonjour, et puis elle fait putain, mais c'est génial cette scène. Elle lève les yeux au ciel en disant mais c'est quoi ces pécores qui disent tous bonjour. Sauf que justement, ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, et même si ce n'est pas explicitement dit, elle se sert de cette naïveté, ce qu'elle considère comme un défaut, si tu veux. Elle le retourne en fait et elle l'utilise comme une arme en fait pour elle, parce que justement elle va tromper les gens à travers ce genre de logique. Et le personnage où c'est le plus flagrant, c'est le personnage de Peter Berg en fait, où elle va vraiment le manipuler de fond en comble. Et ce que je trouve hyper intéressant avec ce personnage de Bridget Gregory, c'est que c'est je trouve en fait, malgré le fait qu'elle soit quasiment, même j'ai envie de dire irrécupérable en fait, voilà, c'est un vrai personnage féminin fort, si tu veux. C'est-à-dire que en gros, j'aime pas utiliser ce genre de terme en fait, forcément, tu vois, pour pas mal de gens ça serait une salope, tu vois, mais en fait le truc c'est que la logique en fait fait que oui mais non. C'est-à-dire pas forcément. C'est-à-dire que pour moi, en fait, à travers les nuances, tu peux comprendre pourquoi elle fonctionne comme ça. Elle a perdu complètement foi en l'humanité. Hein. Ça, je pense que c'est une évidence. C'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils en font, parce que c'est quand même une garce intégrale. Ah, c'est une garce. Mais en même temps, elle a des traits d'humanité qui jaillissent de temps en temps. Notamment au début du film, quand elle prend une gifle, là, tu la vois découverte. Et tu vois qu'en fait, c'est un personnage qui s'est blindé. Et qui s'est tellement blindée qu'elle a oublié d'avoir des relations sociales normales. C'est ça, et pourtant elle sait même en fait comment jouer de ça, parce que c'est-à-dire que quelque part elle a on va dire que s'il y a une qualité dans sa manipulation, c'est qu'elle reste quand même fondamentalement honnête dans ses relations, à la fois avec Bill Pullman et à la fois avec comment il s'appelle, Peter Berg, c'est-à-dire ces deux personnages-là, parce que le truc en fait c'est qu'elle leur dit par exemple Peter Berg, tu veux pas ta coquine avec moi.
Et c'est parce que le mec continue à le faire qu'elle se dit ok, tu fais ça, donc je vais me servir de toi, si tu veux. C'est ça aussi la logique, c'est-à-dire que c'est pour ça que je dis en fait femme fatale begins entre guillemets, c'est-à-dire que c'est vraiment un truc où le récit presque en fait si tu veux et le comportement des gens vis-à-vis d'elle et ce qu'elle renvoie comme image la pousse à se comporter comme ça aussi, c'est-à-dire qu'elle se dit bah puisque vous êtes aussi con que vous en avez l'air, bah en fait je vais me servir de vous. Et c'est ce qui fait qu'au fur et à mesure du film elle devient une femme fatale. T'as la tiraille évidemment, hein, c'est-à-dire qu'en fait visuellement c'est le premier truc qui lui apparaît au personnage de Peter Berg, c'est-à-dire que lui il voit une citadine formidable parce qu'il se dit je vais pouvoir sortir de mon patelin de merde si tu veux, parce que elle c'est autre chose. Et elle se pointe, elle a une clope, elle dit qu'il faut que je baise ici pour avoir qu'il faut que je suce pour avoir un Manhattan. Pour avoir un Manhattan, tu vois. Classe. Et en fait, les mecs veulent pas la servir parce qu'elle a pas dit s'il te plaît. qu'elle a pas dit s'il te plaît. Voilà. Et donc, en fait, on en est dans l'absurdité dans les deux camps, en fait. Voilà. Et 20 minutes après, elle revient dans le bar, elle fait bonjour, j'aurai un Manhattan, s'il vous plaît, merci. Voilà, et tu fais, mais elle est en train ouvertement de se foutre de la gueule de la personne en face. Mais ce que je trouve génial là-dedans, c'est que, alors que le personnage de Bridget Gregory est en train ouvertement de se foutre de la gueule de ce qu'elle considère être comme des pecnos, ça la montre pas forcément sous un jour sympathique. Donc c'est pas le citadin est un homme formidable, une femme formidable, là où la personne qui vit à la campagne est juste par définition un pécor. En fait, ça tape sur les deux. Et oui, ça tape sur les deux. Et surtout, il y a un autre truc, c'est-à-dire que ce qui pour moi rend le personnage fascinant, c'est-à-dire que, et je trouve que c'est finalement assez rare au cinéma de montrer ça, c'est qu'en fait elle est intelligente et elle le montre, c'est-à-dire qu'en gros elle s'adapte à la situation et en fait on peut totalement la trouver abjecte moralement et ce que tu veux, etc., mais son intelligence en fait c'est ce qui la rend fascinante. Et le fait de montrer ça et le fait de le démontrer à travers le truc, parce que mine de rien là où le script fonctionne très très bien, c'est qu'il n'y a pas en fait de véritable trou de scénar, si tu veux. Tu te dis je veux dire juste que même dans la conclusion finale en fait le dernier truc qu'elle aurait pu laisser passer en fait pour que sa machination voilà, en fait elle l'avait prévu. Et du coup montrer toutes ces choses là, c'est ça qui fait que en fait en gros c'est hyper jubilatoire de suivre en fait ce genre de personnage là qui a aucune section quoi, tu vois. Il y a aucun en fait tu te dis à la base un personnage comme ça c'est un peu toute proportion gardée, parce que c'est pas du tout le même genre de film, mais c'est un peu comme le personnage de Tony Montana, ce sont des gens irrécupérables. Ce sont pas des gens positifs, ce sont des gens qui... Sauf qu'elle a même pas le truc de Montana, c'est-à-dire Tony Montana, il y a un moment donné où t'as une scène entière où il refuse de tuer des gosses. Par exemple, tu te dis, ok, donc le mec il s'est envoyé 15 kilos de schnouf dans le pif depuis le début du film, tu vois, il bute des mecs avec qui mieux, tu vois, il s'en fout, tu vois, mais... il tue pas des gosses. Donc en fait, tu te dis, ah là, il y a un point moral. Elle a même pas ça. Non, c'est ça qui est intéressant. J'ai du mal à savoir si elle est amorale ou immorale. Elle est peut-être les deux en même temps. Mais oui, c'est un personnage qui est... Enfin, il est irrécupérable. Et vraiment, c'est une performance qui est très difficile que nous livre Fiorentino, parce qu'il faut qu'elle soit... il faut qu'elle joue avec un panel d'émotions qui est très compliqué. Si elle se plante, elle tombe dans la parodie, c'est pas bien. Ouais. Et elle est parfaite de bout en bout. Enfin, moi, c'est une performance que je trouve absolument génialissime. Ah non, mais elle est clairement... Enfin, c'est un role maker, comme on dirait. C'est-à-dire vraiment le film l'a fait, quoi. C'est-à-dire elle a fait le film, tu vois. Elle a fait le film. C'est-à-dire que c'est vraiment, t'es fasciné par ce personnage, tu le suis jusqu'au bout. Elle est de chaque scène. Elle est toutes les interactions qu'elle a avec des personnages en général vont parfois tellement loin. Alors tellement loin, ça veut pas dire que c'est violent, ça veut pas dire. Mais par contre, il y a toujours, elle va rajouter la petite cerise où tu fais mais sans déconner, mais elle a pas de cœur, cette meuf, quoi. Et du coup, tu finis toujours quasiment la scène avec un sourire et t'es derrière elle, alors que tu devrais pas être derrière elle. En fait, il y a un truc aussi qui est vachement intéressant. Par exemple, il y a un point de détail, je sais pas si tu te rappelles de ce passage spécifique, mais il y a un truc où en fait, à un moment donné, elle se met à s'engueuler avec Peter Berg et elle lui fait comprendre, en fait, vas-y, dégage, sors de chez moi, j'ai plus envie de t'entendre parler de toi, t'es pas à la hauteur ou je sais pas quoi. Elle le fout à la porte. Et c'est une vraie scène d'engueulade de couple, tu vois, entre guillemets, quoi. Puisqu'ils sont censés être en couple à ce moment-là. Et en fait, quand elle claque la porte et que lui, il se retrouve comme un con dehors, d'un seul coup, en fait, elle se met à sourire. Parce qu'en fait, alors qu'elle a joué toute la scène, et tu comprends, en fait, si tu veux, que là, oui, en fait, t'as un truc de manipulation. Sauf que n'importe quel autre film te l'aurait écrit de façon surlignée au stabilo, et là pas du tout en fait. Justement, c'est le simple fait qu'elle rigole de sa propre performance, tu vois, de se dire putain, mais comment j'ai réussi à l'avoir, ce blaireau, tu vois. En fait, c'est ça qui rend le personnage effectivement hyper fascinant à regarder, quoi, tu vois. Mais la fascination que le personnage exerce a été aussi écrite dans le scénario. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que le truc que je trouve fort, c'est que son intelligence, elle est aussi mise en avant par rapport à la bêtise de tous les mecs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un mec qui la rattrape,
Oui. Tu te dis, bon, ça y est, c'est fini, tu vois, elle s'est fait avoir, tu vois. Enfin, tu sais qu'elle va s'en sortir, mais elle s'en sort en le traitant comme un teubé, quoi. C'est-à-dire que Et vraiment, ça marche. Et ça marche, c'est ça le plus hallucinant. Tu te dis, non, il va pas tomber dans le panneau, quoi. Mais c'est pour ça que Et je il dis tombe que dans pour le moi, panneau, quoi. C'est pour ça que je te dis que pour moi, c'est une comédie. C'est-à-dire que, au-delà du fait que. Enfin, une comédie, c'est que ça reste un film noir, c'est vraiment un mélange. C'est-à-dire que moi, je suis toujours sur ces deux sentiments, et c'est pour ça que c'est un film que je trouve fascinant. C'est que je rigole, et après je suis, oh là là, mais c'est pas possible d'être comme ça. Et je rigole. Et cette scène-là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'aboutissement de cette scène, c'est bizarre pour ceux qui l'ont pas vu, parce que du coup, vous comprenez rien à ce qu'on raconte. Ouais. Mais Non, bah, en gros, on peut la spoiler un petit peu. non, c'est un peu dommage parce qu'elle est tellement savoureuse. L'aboutissement de cette scène, il Ouais. est terrible, mais la mise en place, elle est honnêtement drôle. Enfin, Parce en gros, qu'effectivement, elle se fout on peut juste dire qu'elle joue avec sa bite. Elle lui dit, tu montes pas ta bite ou je sais pas quoi. C'est un truc comme ça. C'est pas un spoil énorme, mais si tu veux, c'est juste t'es dans un truc où tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, tu Qu'est-ce vois, qui se passe? enfin, Qu'est-ce qu'elle est voilà. en train de faire? Voilà, et n'importe qui va pas tomber là-dedans, quoi, tu vois. Non. Mais là, c'est tous des gros teubés, et donc elle s'amuse, et elle s'amuse comme une dingue. Mais c'est un point, en fait, le point qui est intéressant aussi, c'est de dire que c'est vraiment important elle est sur l'affiche, tu vois, mais c'est vraiment important de spécifier que, c'est pas du tout un sex thriller dans la logique, en fait, de ce qui est sorti à cette époque-là, tu vois. C'est sexué, hein, puisque. Ouais, c'est clairement, tu vois, ça traite de ces sujets-là, tu vois. Le personnage féminin est extrêmement important dans le sens où, à la base, le scénario, c'est ce que dit, parce que sur le DVD, sur le Blu-ray en fait qui est sorti, il y a des bonus, hein, c'est intéressant, et notamment un petit bonus d'une demi-heure, alors en SD, tout ça, etc., c'est date un peu de l'époque, quoi, du scénariste Steve Baranczyk qui explique en gros qu'il la première version du scénario, il avait tout écrit du point de vue de Peter Berg. Voilà, c'est ça. Et en fait, il s'est dit mais ça fonctionne pas. C'est en fait, voilà, c'est moi le seul perso qui m'intéressait vraiment là-dedans, c'était vraiment le personnage qui m'intéressait le plus, c'était le personnage de Bridget Gregory. Et donc du coup, il a tout repensé sous cet angle-là. Et c'est ce qui fait que le film, je pense, a marqué. C'est-à-dire que s'il avait fonctionne même en termes de récit, quoi. S'il avait fait du point de vue de Mike Cahill, ça aurait été beaucoup moins intéressant. Ça aurait été une femme fatale un peu classique. Alors que là, c'est une femme fatale vraiment originale. Et qui effectivement qui nous emmène sur des territoires où on n'a pas l'habitude d'aller, qui sont plutôt intéressants. Voilà, c'est... Puis bon, il y a des petits éléments de rien du tout qui, moi, me font un plaisir fou. Il y a une BO jazzy de Joseph Vitarelli que je connaissais pas du tout avant, que je connais pas du tout depuis, mais que je trouve extraordinairement efficace. Je l'écoute en boucle à la maison. Sur Winamp. Sur Winamp, absolument. Ok, Winamp rules. Et donc, il y a une petite présence d'un acteur qui nous a quitté beaucoup trop tôt, qui a un très solide second rôle, J.T. Walsh, ouais. qui a deux, trois scènes qu'il a tournées en une journée. Alors, il y a un point intéressant avec le personnage de J.T. Walsh, et c'est un des trucs en fait où, c'est-à-dire que tu peux le voir sur le film, il y a une scène alternative, en fait, il y a une fin alternative. Il se trouve que c'est la même fin, avec une distinction, c'est-à-dire que il joue l'avocat de J.T. Walsh, il joue l'avocat de Bridget Gregory, et en fait il réapparaît à la fin pour interpréter l'avocat de... Voilà, et en fait, en gros, ça a été changé, et c'est finalement un autre acteur qui joue le rôle. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que c'est John Dahl qui s'est dit ça peut pas fonctionner, en fait, c'est le twist de trop. Ça va trop loin dans le cynisme, et là je risque de tomber soit dans la parodie, soit dans un film où tu fais mais en fait j'y crois plus. Après, c'est discutable, mais disons que ça aurait pu fonctionner, on va dire. Je vois pas ça, voilà. Mais c'est vrai que c'est un acteur, c'est un acteur avec lequel il avait tourné puisqu'il avait fait Red Request, et en fait qui, oui, effectivement, c'était moi ce que j'appelle un second rôle qui vole les scènes, quoi. C'est un voleur de scène aussi, voilà, c'est ça, tu vois. Et c'est-à-dire que, mais bon, lui, effectivement, il a 2 scènes et demie, quoi. C'était un habitué des rôles de méchants froids, un peu reptiliens, et là. Il joue un personnage sympa. Alors, c'est globalement une ordure, mais il est sympa. C'est-à-dire qu'il est avenant. Quand il est au téléphone, ils se marrent bien tous les deux. Parce qu'en fait, t'as l'impression qu'ils sont tous les deux coupés dans la même étoffe, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont aucune confiance dans l'humanité et qui trouvent que tous les gens sont bêtes. C'est quasiment, je pense, le seul personnage masculin qui n'est pas un idiot. Effectivement, ouais, c'est un des personnages le moins con du film, quoi, on va dire. Mais t'as plein de jeux comme ça, de toute façon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les hommes, en fait, qui sont stupides dans ce film. Hein. C'est, par exemple, stupide ou naïf ou ignorant. C'est-à-dire que, par exemple, quand justement le mec, le détective qui retrouve plus ou moins Bridget Gregory à un moment donné, qui retrouve sa trace, en fait, se manifeste. En gros, c'est mais il y a un noir qui est venu vous voir, tu sais, d'un seul coup, et il est noir, et l'autre arrive derrière, et lui dit tu lui as précisé qu'il était noir, tu vois, parce que pour eux c'est complètement. C'est le genre, mais on n'en voit jamais. Voilà, c'est ça, dans leur patelin ils en voient jamais, tu vois, et du coup, en fait, si tu veux, ça en fait des ignorants aussi, quoi. Mais c'est encore une scène
ouvertement comique, quoi. C'est-à-dire certes, bien sûr, oui, mais après, c'est pas une comédie. Moi, j'appelle Non, pas c'est ça pas une comédie, j'appelle ça comédie, le mot est fort, de parce que, l'ironie, quoi. C'est-à-dire que tu vas... Et je trouve que ça fait partie du film noir à la base. Oui. Donc en fait, c'est pas quelque chose qui me. C'est pour ça que je trouve étonnant que John Dahl se dise, mais c'est pas vraiment un film noir pour moi, c'est plus Si, une comédie. moi, tu vois. enfin voilà, je pense qu'il a fait un film noir. Oui, je pense aussi, justement, mais c'est lui qui prétend que. qui est plus drôle que la moyenne. Moi, j'ai une question pour toi. Tu savais-tu qu'il y avait une suite? Oui, que je n'ai absolument pas vu, parce que quand on m'a dit Merde, John Dahl, j'espérais, quand on m'a dit John Dahl est pas là et Linda Fiorentino est pas là, j'ai fait en fait ça m'intéresse pas. À mon avis, c'est le. Alors, moi, je n'ai vu que la bande-annonce du coup, parce que en fait, je me rappelais qu'il y avait eu cette suite à l'époque, je l'avais vu sortir, et puis je me suis C'était un complètement. DTV, hein, je crois. Hein. Oui, oui, c'est ça. Et en fait, bah, de toute façon, enfin, je veux dire. Tu me diras la Selection 1 aussi, mis à par part la sa force qualité. des choses, c'est-à-dire que c'est. Mais là, en fait, si tu veux, quand tu regardes la bande-annonce, tu as vraiment l'impression que c'est le sexploitation que les producteurs n'ont pas eu sur le premier. C'est quoi. un peu ça, C'est-à-dire c'est que- John Severance qui prend John Severance, le rôle de c'est Linda ça. Fiorentino. Mais vu que Linda Fiorentino fait le premier film, si tu l'enlèves, en fait, bah t'enlèves 80% de l'intérêt du film, quoi. Oui, je pense. Et puis après, je pense que tu enlèves aussi la subtilité. Probablement Avec aussi. lequel elle le fait, parce que quand tu regardes la bande-annonce, enfin, on va pas faire la critique de la Seduction 2, ça se trouve, c'est un grand chef-d'œuvre, tu vois, mais. J'ai un petit doute quand même. Voilà, mais quand tu regardes ça, tu te dis, ah ouais, John Severance, c'est pas du tout le même niveau, quoi. Oui, donc c'est vraiment, en fait, c'est un peu des suites comme on en voit tout le temps, un film a marché, on fait une suite à bas coût, où il y a personne de l'équipe originale qui revient. Donc ça veut pas dire que c'est pas bien, mais enfin tu pars quand même pas sous les meilleurs auspices. Ouais, et puis des suites des TV, il y en a eu un paquet depuis, quoi, si tu veux, elles se sont quand même vérifiées comme des trucs assez ringues. Moi, il y a fort à parier que ça soit quand même globalement une suite remake, en fait. Hein. C'est très C'est-à-dire, possible, voilà, c'est- mais comme tu l'as dit, sans la subtilité. Enfin, Ouais, on voilà. l'a pas vu, donc comme on va pas faire l'intégral. Voilà. Le Mais fait ça est fait que- pas envie. Voilà. Le fait est que voilà, ça a été le C'est film. dommage de qu'il la- soit pas en bonus d'ailleurs dans le. Ils dans auraient le- pu dans le l'offrir. Blu-ray, ça aurait été sympa, tu vois. C'est le film qui a fait exploser Linda Fiorentino. Elle avait fait quelques rôles avant, un petit marquant dans After Hours. After Hours, en plus, elle avait un style un peu visuellement, elle était punk, en fait, elle avait un espèce de truc punk 80s, tu vois, et elle jouait la coloc de Rosanna Arquette, en fait, dans... Qui était sculptrice. Ouais, c'est ça, elle jouait déjà seins nus, là. Et ouais, effectivement, tu te rappelles d'elle, en fait, à ce moment-là. Moi, je l'avais vu dans un autre film qui était vraiment pas terrible, là, Les Modernes, d'Alan Rudolph. Ça, j'ai pas vu. Voilà. Mais c'est vrai que, en fait, si tu veux, c'est le genre de personnage, quand tu la vois débarquer dans la Seduction, tu fais ah oui, c'est vrai, elle avait fait ces trucs-là, elle était là, mais là, en fait, là, c'est vraiment le C'est rôle vraiment qui l'a défini, l'explosion. quoi, tu C'est vois. une actrice qui, malheureusement, je trouve, n'a pas eu la carrière qu'elle méritait, parce que ça a duré 3-4 ans où, effectivement, elle a fait les Men in Black, elle a fait le Dogma. dernier film voilà, dont je me souviens avec elle, c'est Dogma, dans lequel elle est encore parfaite. Pourtant, ça s'est pas très bien passé avec Kevin Smith pour le coup. Ouais, mais bon, visiblement, Kevin Smith, ça se passe pas bien avec tellement de monde qu'il y a un moment, tu finis par te demander si c'est pas de la faute de Kevin Smith. Hein. J'en sais rien. Après, il a plein de gens qui tournent avec lui de toute façon. Mais en fait, c'est même pas ça. C'est qu'apparemment, je pense qu'elle était devenue aussi difficile. Je pense que c'est une actrice quand même difficile. Bah, mais je pense que t'as pas la qualité aussi de. Elle a pris un rôle kamikaze avec la Seduction, parce que ça a été un rôle kamikaze, et forcément, les producteurs hollywoodiens se sont dit « Oh, une jolie femme qui accepte de se mettre à poil, on va essayer de la foutre à poil dans absolument tous les films. » Donc elle a fini par refuser C'était pas le cas mal... de Dogma, hein. Voilà, c'était pas le cas de Dogma. Elle a fini par refuser pas mal de rôles aussi, elle a fini aussi par s'enfermer, et à être enfermée par la force des choses, et donc du coup, elle a pas eu la carrière qu'elle méritait. Elle a refait un film avec John Dahl par contre. Oui. Unforgettable. Mémoire suspecte, avec en Ray français. Liotta. Ouais. Qui est sorti en salle aussi chez nous, qui Ouais. pour le coup était un vrai film de cinéma dans le sens où voilà, c'était une production MGM, etc., qui surfait sur entre guillemets la hype de la Seduction, en tout cas d'un point de vue C'était les retrouvailles voilà, d'un point de vue du duo gagnant. thriller, d'un point de vue thriller, parce que c'était beaucoup moins sexué. Enfin, c'est même pas sexué d'ailleurs, dans mon souvenir, un mémoire suspecte. Mais voilà, c'est moins Moyen. mémorable, Moyen. mais relativement plaisant à regarder, moi, dans mon souvenir. Tu vois. Bah, c'est-à-dire que t'as deux acteurs sublimes à la barre, hein, puisque Ouais. elle est parfaite, et Ray Liotta, c'est quand même pas un débutant, quoi, donc il joue super bien. Donc ne serait-ce que pour le plaisir de voir ces deux-là jouer, ça peut valoir le coup. Voilà. La Seduction, c'est sorti en Blu-ray chez les Film. Il y a pas mal de bonus. Ça reste une copie, mais bon, moyenne en toute honnêteté. Oui. Après, je pense que vous trouverez pas mieux. Tu vois, je crois que toi, tu as le Blu-ray anglais et je crois que c'est la même. hein, on a Je pense que vérifié. c'est le même master, Voilà, c'est-à-dire c'est un master vraiment pas au top, mais comme je te dis, étant donné que c'était un film qui a fait son succès, voire son petit buzz en 95, et que depuis il a été au fur et à mesure oublié, moi je suis un grand amateur de nos éditeurs qui nous ressortent des Oui, petits voilà, films comme ouais. ça, en disant voilà, nous on table là-dessus.
allez chercher ces petits films-là parce qu'ils en valent la peine. Et du coup, La Séduction, pour moi, ça en vaut la peine. Chargé en bonus à l'ancienne. Ouais. Il y a juste une présentation d'un journaliste supplémentaire là, mais chargé en bonus à l'ancienne avec la récupération du making-of, des scènes coupées. Alors, il y a écrit 50 minutes, mais en vrai, c'est aussi de la remise en condition, c'est-à-dire qu'il y a quelques scènes coupées supplémentaires, mais elles sont dans le cœur du film, en fait. C'est-à-dire que ce que j'entends par là, c'est qu'ils ont pris les scènes d'avant et les scènes d'après pour bien te montrer où elles apparaissent. Ok, donc là, ça change un peu, parce que sur le Blu-ray anglais, en fait, il y avait un DVD avec le Blu-ray, Ah oui. et dans le DVD, il y a la version longue. Ah. Ce qu'ils appellent la version longue, c'est qu'en fait, ils ont foutu les scènes coupées, pas étalonnées, Ouais, avec les c'est timecodes en exactement haut. ce qui s'est passé là. En fait, ils les ont coupés, ils les ont pas mis dans le truc. Et voilà. Et en fait, donc voilà, c'est une édition propre pour un film à redécouvrir, quoi. Si vous avez découvert Red Rock West suite à la recommandation de Stéphane, et c'était Arnaud, je crois, hein, C'était Arnaud, ouais. vous avez eu raison, eh ben, enchaînez, allez chercher La Séduction, parce que ça en vaut vraiment la peine. Et puis si vous aimez les personnages de Femme Fatale, si vous aimez les petits polars, bon, il n'y a pas d'enquête, mais en tout cas, les noirs comme ça, vous ne pourrez pas regretter. Oui, surtout qu'il n'y en a pas eu finalement depuis. Enfin, on va pas parler de Sin City, hein, Non. mais il n'y en a pas eu depuis en fait de films noirs vraiment, marquants. Ou alors j'oublie quelque chose peut-être, mais C'est possible qu'on oublie, mais voilà. En fait, en tout cas, voilà, un film. En tout cas, même si c'est pas une comédie, c'est un film profondément ludique. Et c'est un vrai plaisir à regarder. Merci Monsieur Julien Charpentier. Merci Monsieur Mossakis. Merci Monsieur Alain Mercier à la technique. Merci Monsieur Alain. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à tous ceux qui nous suivent et qui nous soutiennent sur Tipeee. Si vous voulez nous soutenir, une adresse, hein, c'est tipeee.com avec Capture Mag en mot-clé. Vous pouvez nous écouter sur tous les agrégateurs de podcasts, il paraît que c'est le terme. Donc Google Podcast, SoundCloud, on est aussi sur YouTube, on fait des vidéos, voilà. Et puis moi je vous dis à la prochaine avec un autre film. Merci.